Donc voilà la cinquième et dernière vidéo sur le chapitre 4-5, traitant de l'athérosclérose et des insuffisances coronariennes. On est donc maintenant dans la partie 2 du chapitre sur les maladies cardiovasculaires. Donc là, dans ces maladies, il s'agit surtout donc de l'angine de poitrine, ce qu'on appelle l'angor. Alors vous devez connaître les deux, puisque finalement les deux sont employés en médecine dans les activités ou dans les documents, donc c'est bien de connaître la correspondance. On parle également d'infarctus du myocarde, qu'on abrège IDM. Et ces deux maladies sont des insuffisances coronariennes. Donc elles touchent ici les vaisseaux coronaires au niveau cardiaque. Et on les qualifie également de cardiomyopathie ischémique, puisque cardio c'est pour le cœur, myo c'est le muscle, donc ça touche le muscle cardiaque. Pathie donc maladie, et ischémique puisqu'il y a un apport insuffisant de sang. Et donc ce sont des véritables problèmes de santé publique puisque ça touche de plus en plus de personnes. Alors l'infarctus du myocarde présente des symptômes cliniques plus graves que ceux de l'angor. Justement, on va pouvoir ensuite les comparer. Alors définition, justement, vous avez dans votre cours le document 5 qui illustre l'angor. Donc l'angor, en fait, ce sont des personnes qui se plaignent d'une douleur vive au niveau de la poitrine. Donc ce qui caractérise l'angor, c'est une diminution du calibre du vaisseau, puisque justement on a une plaque d'athérome ici qui est formée, qui bouche, qui obstrue la lumière du vaisseau. Et il y a moins de globules rouges qui circulent, donc moins de sang qui circule par ce vaisseau. Le calibre est plus petit, et comme il y a un apport moins important de sang, c'est ce qu'on appelle l'ischémie. Voilà ce qui caractérise l'ischémie. Donc ici, l'angor ou l'angor d'effort ou l'angine de poitrine. Donc vous devez savoir que l'angine de poitrine, c'est une ischémie transitoire parce que vous voyez qu'il y a encore du sang qui passe au travers de ce vaisseau, donc d'une partie de myocarde souffrant d'hypoxie lors de l'effort. D'accord? Donc ischémie transitoire, il y a moins de sang. Myocarde, ça touche les vaisseaux coronaires qui vont irriguer le myocarde. Et hypoxie, puisqu'il y a moins de dioxygène au niveau des tissus. L'angor est due à la présence d'athéromes ou de plaques d'athérome dans les artères coronaires. Donc ça, on l'a déjà vu, les plaques d'athérome se forment par justement trop de cholestérol dans le sang. Les LDL cholestérol passent sous l'intima, vont être phagocytés par des macrophages qui vont devenir spumeux, ils vont donc mourir, ensuite s'agréger, former cette plaque qui va ensuite prendre de plus en plus de place, donc, et qui va boucher en partie la lumière du vaisseau. Donc vous avez ici représenté un peu différemment, donc là on a le cœur, on a ici les vaisseaux coronaires en rouge et en bleu. On voit ici le grossissement, c'est qu'à cet endroit du coronaire, du vaisseau de l'artère coronaire, il y a un caillot qui est formé, vous voyez ici, avec des réseaux de fibrines, des globules rouges, des plaquettes, la plaque d'athérome ici, en jaune, et ça rétrécit. Donc là, on voit bien que ce vaisseau est bouché. Et comme le sang devait circuler ici de haut vers le bas, toute la partie qui devait irriguer, qui devait récupérer ce sang, n'en reçoit plus, ne reçoit plus assez de dioxygène, ne reçoit plus assez de sang. Et donc cette partie-là va nécroser, va mourir. Et justement, cette zone, c'est ce qu'on appelle la zone d'infarctus. Et comme c'est une nécrose tissulaire qui touche le tissu cardiaque, on parle d'infarctus du myocarde. Donc tout ce qui est en gris ici, c'est la zone qui va mourir puisqu'elle ne reçoit pas assez de sang. Donc ici, l'infarctus du myocarde. Donc j'ai repris le même principe que ce que vous avez dans votre cours. Donc là, cette fois-ci, c'est une obstruction complète du vaisseau puisqu'il y a un thrombus qui est formé. Et vous voyez qu'il y a donc la plaque d'athérome plus un amas de plaquettes, de fibrines, de globules rouges qui bougent complètement l'artère. Et dans ce cas-là, c'est ce qui est montré ici, peut-être le mettre en gris, toute cette partie-là. L'obstruction se fait ici, donc tout ce qui est en dessous est nécrosé puisqu'elle ne reçoit plus assez de dioxygène. Donc là, il va nécroser, donc ces cellules vont mourir. Vous voyez, donc ça c'est l'équivalent. Ici, la représentation est inversée, symétrique. On a le cœur ici avec la partie qui est nécrosée, et la conséquence, c'est parce qu'il y a une plaque d'athérome. Cette plaque s'est rompue, et les globules rouges sont venus s'agglomérer et former un caillot au-dessus de la plaque. Donc là, le vaisseau est complètement bouché. Donc vous devez le savoir, donc là il faut souligner dans votre cours, l'infarctus du myocarde, c'est une ischémie cette fois-ci totale,
d'une partie du myocarde, donc ça dépend de la zone qui est touchée, hein, puisque si le caillot se trouve tout en haut ici, évidemment il y aura une plus grosse partie que si le caillot bouche le petit vaisseau qui est au fond. D'accord? Là la partie sera plus petite. Donc ischémie totale, puisqu'il n'y a plus du tout de sang qui passe, d'une partie du myocarde suite à une thrombose ou une embolie, aboutissant à la nécrose d'une partie du myocarde et pouvant souvent provoquer la mort du patient. Donc faites bien différence. Angor, donc c'est une ischémie partielle. Infarctus du myocarde, c'est une ischémie totale. Les deux touchent le cœur, donc les vaisseaux coronaires. Dans l'angine de poitrine, il y a juste, entre guillemets, la formation d'une plaque d'athérome, donc le sang peut encore continuer à passer. Par contre, dans le cas d'un infarctus, il y a la plaque. Il y a une rupture de cette plaque, avec cette chape fibreuse qui était fragile. Elle s'est donc rompue, et donc là, il y a eu des plaquettes, des globules rouges qui sont rajoutés dessus et ont complètement bouché le vaisseau. Donc là, il n'y a plus du tout de sang qui passe au travers de ce vaisseau. Donc justement, dans la suite de votre cours, vous avez un tableau qui compare les signes cliniques de l'angine de poitrine, donc l'angor, et l'infarctus du myocarde. Tout d'abord, la localisation de la douleur, vous voyez que c'est une seule ligne, c'est qu'en fait, ça se place toujours, les personnes se plaignent d'une douleur au niveau du thorax, hein, au niveau de la poitrine. Donc assez violente, qui peut même irradier dans le dos et le bras gauche. La durée de la douleur, donc elle est brève dans une angine de poitrine, parce que c'est justement quand on fait un effort physique, donc quand on revient en repos, cette douleur va passer. Alors que pour l'infarctus du myocarde, c'est une douleur qui est prolongée, qui dure quelques heures, et que même lorsqu'on se met au repos, elle ne cesse pas. Donc c'est une douleur qui est vraiment qui reste longtemps. L'intensité de la douleur est variable chez une personne qui a une angine de poitrine. Par contre, pour une personne qui a vraiment un infarctus du myocarde, c'est une douleur très très forte. Donc là, au niveau thoracique, surtout dans le dos et dans le bras gauche. Les circonstances, donc là, l'angine de poitrine, c'est bien indiqué, on l'a dit, hein, c'est lorsqu'il y a un effort ou lorsqu'il y a un stress, et parfois la nuit. Pour l'infarctus du myocarde, c'est vraiment très brutal, même au repos, ou suite à un effort intense, donc là, il n'y a pas de condition, et pour 50% des cas, ça arrive donc pendant la nuit. Alors les signes, justement, là, on va pouvoir reprendre un petit peu les unités de sens. Difficulté respiratoire, donc une dyspnée. Absence de force, c'est une asthénie. A, absence de, sténie, force. Et un malaise vagal, donc là, les personnes vont être atteintes de nausées, de sueur, de vomissements. Et la nuit, comme ça arrive la nuit, donc il va y avoir des angoisses et la personne sera pâle. Donc là, ça devrait vraiment alerter, évidemment, contacter très rapidement les urgences. Il y a un état de choc, c'est-à-dire qu'en fait, les personnes qui sont atteintes, justement, c'est ce qui explique la pâleur, ces personnes, en fait, en état de choc, vont être atteintes d'hypotension sévère. Et comme on le verra un peu plus tard dans un autre chapitre, lorsqu'il y a une hypotension, le rythme cardiaque va s'accélérer et c'est ce qu'on appelle donc la tachycardie. Voilà, donc il est très important de voir les points communs et après surtout les différences. Qu'est-ce qui permet de faire la différence entre une angine de poitrine et un infarctus du myocarde? Donc déjà, les différentes causes que l'on a vues juste avant, si c'est ischémique totale ou partielle, etc. Et après, les symptômes, les signes cliniques pour reconnaître chez un patient si c'est une angine de poitrine ou un infarctus. Alors pour diagnostiquer l'infarctus du myocarde, il y a un premier examen qu'on appelle l'ECG. Donc l'ECG, vous le savez, hein, c'est l'électrocardiogramme. Donc cet ECG permet de poser le diagnostic de certitude de l'infarctus du myocarde en urgence et permet également de suivre son évolution. Donc dans votre cours, vous avez un document 6 qui vous montre la comparaison d'un ECG normal et d'un ECG d'un infarctus du myocarde. Donc l'ECG normal, on le connaît, il y a des ondes PQRST, hein, qui ont cette allure, vous devez vraiment retenir l'allure de cette courbe. Les 3 premières heures après un infarctus du myocarde, on voit que l'onde R est diminuée, et ensuite on a l'onde T qui est très importante. D'accord? Donc ça se voit tout de suite après, hein, presque donc voilà, 3 heures après. 4e heure, on voit que l'onde ici se confond. Hein, on a une onde qui va augmenter plus l'onde T. Et là, on a une onde Q qui est vraiment très basse, qui est due en fait à une onde Q de nécrose. Donc là, les cellules du myocarde commencent à se nécroser, à mourir. Voilà, donc là,
vous devez absolument retenir un ECG normal et ensuite le comparer justement à l'évolution d'un infarctus du myocarde sur les 6 premières heures. Donc vous voyez que les troubles du rythme cardiaque arrivent très tôt, juste après un infarctus. Autre examen, donc la scintigraphie, donc et les analyses biochimiques, hein. Donc là, ce sont les tests qui vont être les plus importants, donc les tests paracliniques, donc ils sont faits en complément. Alors pour la scintigraphie cardiaque, vous avez ici donc on va dire l'appareillage d'une personne qui doit passer une scintigraphie. Donc vous voyez qu'il y a un équipement ici, hein, avec des fils, on verra juste après. Et voilà le genre d'image que l'on obtient ici au niveau du cœur. Donc là, on a des coupes, hein, du cœur avec des couleurs justement selon la circulation du sang. Donc la définition de la scintigraphie, donc je vous renvoie évidemment à la fiche technique qui est à la fin de votre livre. Pour résumer, c'est un examen d'imagerie médicale, donc classique, utilisant un marqueur radioactif. Donc pour le myocarde, on utilise le thallium 201, mais retenez juste que c'est un marqueur radioactif. Le principe, donc on injecte, c'est pour ça que le patient a un cathéter, hein, dans lequel on injecte justement ce traceur radioactif spécifique de l'organe que l'on veut observer. Ensuite, ce traceur va se concentrer, alors ça c'est très important, il va se concentrer sur les tissus sains, mais pas dans les tissus nécrosés, puisque comme ils sont nécrosés, ils sont morts, ils n'ont plus les transporteurs qui vont les faire rentrer dans leurs cellules. Donc seul le tissu sain va être marqué par ce traceur radioactif. Ensuite, lorsque le traceur a été injecté, il va émettre des rayonnements gamma, donc radioactifs, qui vont être captés par une caméra donc spécialisée, hein, qui va être spécifique des rayonnements gamma. Et cette caméra va être couplée à un ordinateur qui va construire une image. Et en fonction justement de la qualité d'image, le médecin va pouvoir établir le diagnostic d'un infarctus du myocarde ou pas. Les intérêts médicaux, ça permet de voir justement l'étendue de la lésion lésée, si le caillot est très haut au niveau du cœur ou s'il est plutôt bas. Il va permettre aussi la mesure du VES et aussi pour les personnes qui ont déjà eu une atteinte cardiaque, ça permet de faire des contrôles thérapeutiques, c'est-à-dire suite à un traitement, voir s'il y a eu une amélioration. Voilà, donc ce qui est très important, c'est vraiment l'utilisation d'un marqueur radioactif. C'est un traceur qui est injecté au patient et qui se concentre uniquement sur le tissu sain. Donc si on ne voit pas de marqueur radioactif dans une zone très étendue du myocarde, ça veut dire que cette zone-là est touchée. Donc là, évidemment, ça nous permet après de voir les traitements possibles. Les avantages, donc c'est une exploration fonctionnelle, donc ça permet de voir en temps réel le fonctionnement du cœur, hein, donc là ça se fait vraiment sur plusieurs minutes, et l'interprétation est assez facile. Par contre, l'inconvénient, donc c'est un examen invasif parce qu'on a un cathéter qui est introduit chez le patient, dans lequel on introduit un marqueur radioactif. C'est un examen assez long et évidemment il est contre-indiqué pour la femme enceinte. Concernant les enzymes cardiaques, alors ces enzymes, ce sont des molécules qui se trouvent normalement dans vos cellules. Donc toutes les enzymes sont normalement cellulaires. Donc les enzymes cardiaques sont présentes dans les cellules musculaires du cœur, donc du myocarde. Mais quand les cellules cardiaques sont détruites, ces enzymes qui se situent normalement dans le cytoplasme vont être libérées et se retrouver dans le sang. Et donc là, justement, au laboratoire, quand on dose une concentration très importante d'enzymes cardiaques dans le sang, ça veut dire que la lésion du muscle cardiaque est très importante. Donc il y a eu une nécrose, c'est-à-dire mort des cellules cardiaques. Donc ici, vous avez un schéma très simple, hein, qui complète votre cours. Ici, on représente les cellules cardiaques donc, qui sont striées et ramifiées, hein, donc ça c'est très caractéristique. Et en bleu ici, vous avez donc les noyaux. Donc là, ce sont des cellules du muscle cardiaque, donc les myocytes. Là, j'ai représenté un vaisseau sanguin, qui est normalement juste à côté, hein, évidemment, entre les cellules. Mais là, je l'ai mis à côté pour qu'on puisse bien le voir. Donc, en point vert, je peux vous faire attention, c'est donc une enzyme cardiaque. Vous voyez que là, pour l'instant, quand tout va bien, j'ai mis les petits points verts dans les cellules cardiaques. Donc ça, c'est ce qui se passe quand le muscle cardiaque est en bonne santé. Par contre, lors d'un infarctus du myocarde, donc j'ai mis un cadre rouge ici,
J'ai mis des traits pour indiquer que les cellules cardiaques vont être rompues, elles vont être détruites, et à cause de cette rupture de leur membrane, les enzymes cardiaques vont être libérées. Donc ici, en légende, la lyse des cellules cardiaques, et la conséquence, c'est que les enzymes cardiaques vont sortir, vont se retrouver dans le milieu extérieur et rejoindre le sang. Donc ça, c'est le cas, la lyse des cellules cardiaques se fait lorsqu'il y a un infarctus du myocarde. Et quand il y a un infarctus du myocarde, de nombreuses enzymes se retrouvent dans le sang, alors que normalement elles n'y sont pas, je répète, elles sont normalement dans le cytoplasme de vos cellules. Et conséquence, donc une personne qui vient de faire un infarctus du myocarde a une concentration en enzymes cardiaques dans le sang qui est très importante. D'accord? Donc ça, c'est vraiment un signe précoce, c'est-à-dire que ça apparaît vraiment très vite, très tôt, après avoir fait un infarctus du myocarde. Alors, justement, comme le CG, le dosage de ces enzymes permet de poser un diagnostic biologique de certitude. C'est-à-dire que si on dose une concentration très importante d'enzymes, ça ne peut être dû qu'à un infarctus du myocarde. Le changement de l'allure des ondes, donc au niveau des pulsations cardiaques, ça peut être aussi dû uniquement à un infarctus du myocarde. Donc c'est un diagnostic en urgence. Donc on le fait très rapidement. Et en plus, quand on sait qu'une personne a fait un infarctus du myocarde, on peut refaire à nouveau des dosages pour suivre l'évolution de cet infarctus. Donc justement, la quantité d'enzymes libérées, c'est-à-dire qu'on retrouve dans le sang, va révéler l'importance et l'étendue de la nécrose. Plus la nécrose sera importante, plus le nombre d'enzymes qui se retrouvent dans le sang va être important. Alors une enzyme cardiaque ici qu'on dose, c'est ce qu'on appelle la créatine kinase, donc MB pour justement, c'est un isoenzyme qu'on retrouve au niveau du cœur. Et donc quand la créatine kinase est en forte concentration dans le sang, cela indique un infarctus du myocarde qui est récent. Alors justement, on peut aussi rechercher ce qu'on appelle la troponine. Donc la troponine, ce n'est pas une enzyme, c'est une protéine qui a un rôle au niveau de la contraction des cellules cardiaques. Donc là, vous ne l'avez pas, mais c'est pour vous expliquer un petit peu. Quand le muscle est relâché, là on retrouve l'actine ici, et la tropomyosine. Donc vous voyez pour l'instant, et là il y a une troponine, un complexe troponine, sur lequel normalement le calcium se fixe. Mais pour l'instant, ici ce site n'est pas accessible, et lorsqu'il y a du calcium ici, le calcium va se fixer sur la troponine, cette fameuse protéine. Il va y avoir ensuite un décalage au niveau, vous voyez que la tropomyosine va glisser dans le sillon du filament d'actine, et les petits points noirs ici, ce sont les sites de fixation de la myosine. Vous vous souvenez, quand il y avait contraction musculaire, il y avait les têtes de myosine qui venaient se fixer sur les sites de fixation de l'actine, et ensuite glisser pour faire glisser l'actine. Ces têtes bougeaient grâce à l'ATP et au calcium. Donc là, lorsque le muscle est relâché, ces sites sont cachés par la tropomyosine, et lorsqu'on rajoute du calcium, le calcium se fixe sur la troponine, et quand la troponine fixe du calcium, elle va libérer la tropomyosine qui va pouvoir glisser. Et le glissement de la tropomyosine va permettre à la myosine de fixer sur l'actine et permettre la contraction musculaire. S'il n'y a plus de calcium, la tropomyosine revient à sa place ici, recouvrant les sites de fixation de la myosine, et la contraction s'arrête. D'accord? Donc la troponine, c'est vraiment une protéine qui régule la contraction et le relâchement des cellules musculaires. Alors, il en existe évidemment dans toutes les cellules musculaires, mais les troponines T et I, ce sont les protéines spécifiques du muscle cardiaque, donc c'est celles que l'on dose. Et on veut mettre en évidence ces protéines donc dans le sang. Alors, vous allez voir, c'est un test rapide puisque le but c'est de mettre en évidence assez rapidement s'il y a eu un infarctus. Donc là, ça se fait grâce à un prélèvement de sang entier. Donc on prélève donc le sang chez le patient. Ensuite, avec une petite pipette, on prélève une partie du sang dans le tube. On le dépose ici dans la petite fenêtre S. Et là, donc là, vous voyez ici, c'est TN pour troponine et I pour la forme I qu'on retrouve dans le myocarde. On laisse migrer justement le sang du patient. Vous avez en fait une lettre C et T. C, c'est le contrôle, on va voir ici sur cette image, voilà. Donc là, c'est pour la troponine T. On a une bande ici en C pour dire que le contrôle est bon. Si le contrôle est bon, donc on peut interpréter.
Et là, T pour test, on voit bien que le test est positif, ça veut dire qu'il y a bien de la troponine T dans le sang du patient. Donc ce patient a un taux très important de troponine T dans son sang, ce qui indique qu'il vient de faire un infarctus. S'il n'y avait pas eu de bande au niveau du contrôle, le test ne pouvait pas être interprété. Il faut absolument une bande ici dans le contrôle et seulement interpréter donc le test ici positif pour ce patient. Donc ça c'est en une quinzaine de minutes. Alors dans votre cours, vous avez un document 7 qui vous indique le profil évolutif des marqueurs cardiaques, donc un S, pardon, lors d'un infarctus du myocarde. Donc là, vous avez un graphique avec en ordonnée les concentrations plasmiques, en abscisse le temps, vous voyez que c'est en jours, attention. Et on a différents marqueurs. Donc la myoglobine, donc c'est une forme d'hémoglobine qu'on retrouve, enfin une forme de globine dans le sang. La CKMB, c'est l'enzyme cardiaque, vous pouvez le mettre à côté ici, égale en dessous enzyme cardiaque. Et troponine, c'est, vous vous souvenez, la protéine qu'on retrouve dans ces musculaires pour, on va dire, contrôler la contraction cardiaque. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que là on a un jour, hein, donc là on est à peu près voilà, quelques heures après l'infarctus, puisque 0, hein, c'est vraiment là où il y a eu infarctus. Les enzymes cardiaques et donc libérées par nécrose tissulaire au niveau du myocarde et la libération de la troponine également présente normalement dans les cellules cardiaques, c'est vraiment un facteur précoce. C'est-à-dire qu'en fait ces deux marqueurs arrivent, on va dire, tout de suite après l'infarctus. C'est pour ça qu'on les recherche justement dans le sang du patient, puisqu'on le voit très rapidement. Donc on peut voir que la troponine, la protéine présente normalement dans les cellules cardiaques, hein, comme les enzymes cardiaques, se retrouve libérée dans le sang très tôt après l'infarctus, donc en même temps que la CKMB, hein, dès les premières heures après l'infarctus, donc on peut à partir de 3-4 heures. De plus, cette protéine est celle qui est le plus libérée. Vous voyez que le pic de troponine est vraiment très très important. Donc c'est la protéine qui est libérée en premier et surtout en très grande quantité, donc très facile à détecter juste après un infarctus. Alors, on va voir maintenant les traitements. Les traitements, donc tout d'abord les traitements médicamenteux. Donc les médicaments, évidemment, pour éviter une nécrose trop importante et d'avoir une aggravation, on va donc donner des médicaments en urgence. On a tout d'abord, alors ici, des médicaments qui vont détruire le caillot, donc détruire, destruction c'est lyse. Le caillot c'est thrombus, donc thrombo. Donc ici, ce sont des thrombolytiques. Donc là, vous pouvez peut-être ajouter dans votre cours, ce sont des médicaments qui vont détruire le caillot. Ensuite ici, on a un globule rouge, des globules rouges qui se sont agglomérés, agrégés à cause des filaments de fibrine qui sont en blanc, ce qu'on appelle la coagulation. Donc là, on va donner aussi des antiagrégants, c'est-à-dire on va empêcher les globules rouges de s'agglomérer, de s'agréger entre eux. Et enfin, vous voyez ici, là on a un vaisseau qui est tout à fait normal, avec des globules rouges à l'intérieur, avec l'intima, la média et l'adventice. Et on voit ici, vous voyez que la partie média est plus fine à droite, puisqu'en fait on a, et le diamètre ici est beaucoup plus important, il a quasiment doublé. Donc là on a augmenté le diamètre du vaisseau pour aider le sang à circuler plus facilement. C'est ce qu'on appelle des vasodilatateurs, donc vaso pour vaisseau et dilatateur pour dilater. Alors ces trois médicaments administrés en urgence, ils visent à limiter la formation des caillots sanguins, puisque si on empêche la formation de caillots, d'agrégats globulaires et d'augmenter le diamètre des vaisseaux, les caillots sanguins vont se former moins facilement. Et donc le but c'est de dilater aussi les vaisseaux pour que le sang circule à nouveau plus facilement. On a également des traitements chirurgicaux, donc il y en a deux qu'il faut apprendre, qu'il faut connaître. Ces traitements chirurgicaux donc, permettent d'éviter une aggravation ou une récidive grave. D'accord ? Puisque une personne qui a fait un infarctus qui est relativement, on va dire, de faibles conséquences peut évidemment s'en sortir, mais voilà, on sait qu'il est capable de faire des infarctus. Donc évidemment, le but c'est d'éviter des récidives et que ce soit plus grave. Donc les traitements, il y a l'angioplastie transluminale par ballonnet avec pose de stent. Donc là c'est assez long mais il faut apprendre tel quel. L'angioplastie, donc c'est une chirurgie sur le vaisseau, donc ici l'angio. Transluminale puisqu'on est au niveau de la lumière du vaisseau. Ballonnet puisqu'on va gonfler un petit ballon.
Et un stent, vous allez voir, c'est un petit filet ici pour maintenir la paroi du vaisseau ouverte. On verra en détail. Et l'autre traitement chirurgical que vous devez connaître, c'est le pontage aorto-coronarien, c'est-à-dire un pontage entre l'artère aorte et les coronaires, donc au niveau du myocarde. On va commencer par l'angioplastie transluminale. Donc ici, vous avez donc là, on a le vaisseau en coupe avec la plaque qui prend vraiment toute la place. Donc on prend un fil, un fin mandrin, donc c'est un tout petit fil métallique qui est poussé à travers le rétrécissement. Ensuite, on fait coulisser sur le mandrin un cathéter, donc un fil un peu plus gros, sur lequel on a mis un ballonnet qui est dégonflé pour l'instant. Et on le place pile au niveau de la plaque. Ensuite, on a le ballonnet qui est en place, on va donc le gonfler. Donc là, on va injecter un petit liquide qui va donc élargir la zone qui était au départ rétrécie, ce qu'on appelle une zone sténosée. La sténose, c'est un rétrécissement. Ensuite, le stent était donc replié sur lui-même au départ, il est monté sur le cathéter à ballonnet. On va donc le coulisser sur un fin mandrin également, jusqu'au niveau du rétrécissement de l'artère coronaire. Donc, en fait, on le fait glisser au fur et à mesure, on fait apparaître. Au départ, on a un petit fil, après on fait apparaître le ballonnet, on le gonfle et après on fait apparaître donc le stent. Alors le stent au départ, il est replié sur lui-même. Là, on le fait un peu large quand même. Maintenant, il est vraiment resserré pour pouvoir se glisser entre les deux parties de la plaque. Et ensuite, on va donc, le ballonnet est rempli de liquide. Le fait de le gonfler va permettre de dilater la zone où il y avait rétrécissement. Et à ce moment-là, on a donc le stent, ici, qui est posé. Donc le stent va être, on va dire, va augmenter de diamètre, va prendre, si vous voulez, la forme du vaisseau avant qu'il y ait une plaque. Vous voyez que là, la lumière est quasiment intacte. La plaque a été repoussée sur le côté. Dans ce cas-là, ensuite, on va vidanger, donc on vide le liquide du ballonnet. Le ballonnet se dégonfle. On retire le cathéter avec le ballonnet. On retire également le mandrin. Et là, le stent reste en place. Et là, on peut voir que le sang peut à nouveau couler normalement, donc à l'intérieur du stent. Donc, dans votre cours, vous avez le document 8 qui montre le principe de l'angioplastie transluminale par ballonnet avec pose d'un stent. Donc, on remontre ici le guide, donc le mandrin avec le ballonnet dégonflé avec un stent. On le place dans la zone qui est rétrécie, donc la sténose. Ensuite, on va donc gonfler le ballonnet. On va écraser la plaque d'athérome et le stent va donc prendre toute sa place et va écraser la plaque et va maintenir la paroi du vaisseau ouvert et donc la lumière du vaisseau est rétablie. Ensuite, le ballonnet est dégonflé et retiré avec le mandrin. L'autre traitement, c'est le pontage cardiaque, donc on appelle le PAC, pontage aorto-coronarien. C'est une intervention chirurgicale avec greffon, c'est-à-dire qu'en fait, avant l'opération, pendant l'opération, on va donc prélever une artère ou une veine au niveau de la jambe. Ensuite, cette veine ou cette artère, on la fixe à l'aorte. Et cette veine récupérée, on va donc la greffer pour créer un nouveau passage vers le cœur. Le but, c'est de contourner la zone qui était obstruée par le caillot et donc contourner la section qui était malade. Donc on le voit ici sur une photo. Pardon. Donc là, on a le cœur avec les oreillettes, les ventricules, en rouge et en bleu les artères coronaires, les artères pulmonaires en bleu, l'artère aorte en rouge. Et là, on voit bien que ce patient a deux rétrécissements, deux zones en fait qui sont donc bouchées par des caillots. Et donc ça veut dire que toute cette partie-là et cette partie-là ne peut plus recevoir de sang. Donc évidemment, ça concerne quasiment tout le cœur. Donc là, si on ne fait rien, c'est la mort du patient. Donc c'est très rapide, c'est une urgence. On va donc prendre ici en bleu euh, une artère ici, une autre artère, donc ça c'est une veine de la jambe et ça c'était apparemment une déviation de l'artère mammaire interne. Donc deux artères qui ont été prélevées chez le patient, une veine et une artère, et on fait le lien entre l'aorte et en fait juste en dessous de la zone nécrosée. C'est-à-dire que le sang qui sort de l'aorte ici va passer dans cette artère-là et va arriver à ce niveau-là du cœur et donc il va continuer à circuler dans toute cette partie-là. La même chose quand on part ici du ventricule droit, lorsque le sang va être envoyé dans l'artère aorte, une partie va passer dans cette veine
et cette veine est reliée à un vaisseau qui est juste après le rétrécissement. C'est-à-dire que le cœur, qui est là, va recevoir du sang. Et donc là, on empêche la nécrose. Donc il n'y aura pas de nécrose au niveau du myocarde. Donc là, c'est ce qu'on appelle un double pontage cardiaque. Donc il peut y avoir 1, 2, 3 ou 4 rétrécissements des artères. Donc là, c'est vraiment très très grave. Et donc ce sont des opérations en urgence. D'accord. Donc là, c'est un double pontage puisqu'il y a 2 rétrécissements des artères coronaires au niveau donc, du myocarde. Voilà, donc on a terminé cette partie sur les maladies cardiovasculaires. Donc la même chose, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de cette vidéo ou directement en classe quand on se verra.